Bonjour et bienvenue dans Aux Avant-Postes, l'émission qui cherche un sens au chaos du monde. Qu'elle se poursuive ou qu'elle cesse, la guerre au Moyen-Orient aura de lourdes conséquences pour l'agriculture mondiale et surtout pour la sécurité alimentaire de plusieurs centaines de millions de personnes. Pour en parler, je reçois Sébastien Abyss, directeur du club Déméter, un cercle de réflexion consacré aux questions agricoles mondiales, et Jean-Christophe Roubin, directeur des affaires publiques et internationales du groupe Roulier, qui évolue dans le secteur de la nutrition des plantes, des sols et des animaux. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Je voudrais qu'on commence par ces quelques chiffres qu'on va voir. Ils sont issus d'un rapport de l'ONU avec la FAO sur l'insécurité et la faim dans le monde. Regardez, 266 millions de personnes qui étaient en insécurité alimentaire aiguë, soit, et c'est ce qui est très important, 2 fois plus qu'en 2016, et tout ça dans un contexte, Sébastien Abyss, où il y a moins de financement pour aider ces personnes. Oui, parce que malheureusement, en fait, ces dernières années, nous avons un cocktail explosif autour des enjeux de sécurité alimentaire. On a un climat qui, changeant, est encore plus compliqué pour produire en agriculture, donc le climat et ses évolutions rendent vraiment difficile l'acte productif agricole partout sur la planète. On a des conflits qui persistent, parfois qui s'aggravent, parfois qui réémergent et parfois qui éclatent. Et donc, on sait que les conflits entraînent de la pauvreté, donc de l'insécurité alimentaire aiguë. Et puis, il ne faut pas oublier non plus la croissance démographique. Depuis 10 ans, le monde a gagné à peu près 700 millions d'habitants. C'est pas rien. Malheureusement, souvent dans des zones en pauvreté hydrique, en souffrance climatique, en instabilité géopolitique. Et donc, on a, pour beaucoup de territoires, plus de personnes à nourrir et en même temps, pas forcément plus de récoltes à domicile. Et donc, des dépendances accrues au marché international. Il faut insister par rapport à ces chiffres onusiens sur un point important, c'est qu'on a cette faim aiguë, sévère, on a aussi de la faim modérée. Aujourd'hui, on a quand même plusieurs milliards de personnes dans le monde, on estime à 3 milliards de personnes dans le monde, celles et ceux qui ont des problématiques d'insécurité alimentaire, de quantité, de qualité, de manque de diversité nutritionnelle. C'est absolument colossal, il ne faut pas le perdre de vue, et ça reste encore la première cause de mortalité sur la planète. Jean-Christophe Roubin, je m'adresse également à vous pour avoir votre point de vue, parce que vous êtes certes aujourd'hui dans l'entreprise, mais vous avez un parcours de diplomate en ce qui concerne ces questions agricoles. Alors, tout d'abord, merci pour votre invitation. Permettez-moi juste quelques mots sur le groupe Roulier pour les personnes qui ne nous connaîtraient pas. J'allais vous le demander. Donc, c'est un groupe breton, familial, dont le siège est à Saint-Malo. C'est un groupe qui s'est diversifié à l'international et donc qui est aujourd'hui présent dans de nombreux pays et qui est spécialisé dans la nutrition animale et la nutrition végétale. Alors, pour revenir à votre question que vous venez de me poser, je pense que ce qu'il faut regarder aujourd'hui par rapport à cette situation de faim dans le monde, c'est quelles sont les conditions pour arriver à ne plus éradiquer cette faim dans le monde. Ouais. Et dans mon métier actuel, qui fait le lien entre mon passé et ce que je fais aujourd'hui, je pense que le secteur des engrais est un des secteurs majeurs, qui est peu connu, qui est un maillon essentiel de la chaîne alimentaire, qui est très amont, mais sans les engrais, en fait, on n'a pas de stabilité, on n'a pas de sécurité alimentaire. Et ça, il faut le dire, dans cette période où il y a des tensions, dans cette période où il y a le détroit d'Ormuz, où on parle beaucoup finalement de la sujet des engrais, ça permet de mettre la lumière sur un sujet qui est fondamental. Pour produire davantage et pour sécuriser le monde, il faudra des engrais. Alors, je voudrais qu'on écoute Alexis Elander. Il est analyste senior chez Kapler, qui est un cabinet spécialisé dans les données maritimes. Il s'exprimait le 20 avril 2026, on l'écoute, et vous allez l'écouter, il va vraiment dire maintenant que les agriculteurs américains ont fait leur choix par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient, à la guerre en Iran. On l'écoute. Aux États-Unis, par exemple, les agriculteurs choisissent soit le maïs, soit le soja. Ce dernier requiert moins d'engrais, donc ils pourront en cultiver davantage. Ailleurs, comme en Asie du Sud, le manque d'engrais impactera directement le volume des récoltes, non seulement cette année, mais aussi l'année prochaine. Le même problème existe avec les carburants. Les pénuries de diesel ont été un problème majeur. Au Bangladesh, le diesel est essentiel pour alimenter les systèmes d'irrigation. Cela aura des conséquences sur les cultures récoltées dans les prochains mois. Alors Sébastien Abyss, on a redit ce chiffre-là qui est quand même important, 30% de la commercialisation des engrais passe par Dortmund, donc ça fait quasiment des semaines que c'est fermé. Mais on pensait aussi
que les Américains étaient autonomes sur cette partie-là. Oui, après, comme l'ensemble des matières premières, vous avez des prix internationaux qui peuvent impacter en fait le cours sur le terrain national. C'est vrai aux États-Unis sur les engrais ou sur le gallon. Hein. L'essence subit aux États-Unis aussi cette guerre en Iran. Pourtant, les États-Unis sont producteurs et n'ont jamais autant exporté de pétrole que ces derniers mois. Donc nous avons cette situation d'un point de vue structurel. Mais c'est vrai que peut-être il faut vraiment remettre cette perspective d'interaction permanente autour des enjeux de sécurité alimentaire. Jean-Christophe Roubin a raison d'insister, tous les maillons sont importants. Dans l'agriculture, on a besoin de semences, on a besoin d'engrais pour produire. Les agriculteurs derrière, les consommateurs ne viennent pas à même les champs, dans les serres ou dans les élevages, prendre leurs produits. Il y a ensuite tout un tas d'étapes logistiques, de transformation, de commercialisation, de contrôle sanitaire, etc., qui nous permettent cette sécurité alimentaire. Elle est complexe à construire, elle se construit dans le temps long, et tous les maillons de la chaîne sont importants. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, l'énergie et l'agriculture, c'est une relation très intime, historique, puisque avant le pétrole et le gaz, on utilisait beaucoup la biomasse agricole à des fins énergétiques. D'ailleurs, c'est peut-être aussi un sujet actuel, c'est remettre l'agriculture comme grand fournisseur d'énergie pour se passer justement de ces hydrocarbures, à plus forte raison dans des agendas de décarbonation. Mais nous avons besoin d'énergie à la fois dans les machines agricoles, dans les systèmes logistiques d'irrigation, ça a été dit par le correspondant de Kepler. Et puis, évidemment, nous avons besoin d'énergie dans le tissu industriel pour transformer les produits, etc. Bon, donc, quand l'énergie coûte plus cher ou vient à manquer, vous avez un impact inévitable sur les maillons de la chaîne alimentaire et qui peut provoquer de l'inflation aussi sur le terrain alimentaire liée à des problématiques énergétiques. Et quand Hormuz est fermé comme depuis plusieurs semaines, puisque c'est le robinet gazier et pétrolier de la planète, évidemment, la taille d'Hormuz, c'est tout petit Hormuz, je rappelle toujours, c'est moins d'1% de l'océan mondial, cet endroit-là, mais il a une capacité colossale de faire la pluie et le beau temps sur l'énergie, et donc aussi la sécurité alimentaire mondiale. Jean-Christophe Roubin, vous l'avez dit, votre société, c'est une multinationale, même si c'est au départ familial, 10 000 collaborateurs dans le monde, présents dans 138 pays, un chiffre d'affaires de près de 3 milliards d'euros. Est-ce que là, le fait qu'Hormuz soit fermé, vous avez ouvert d'autres marchés? Par exemple, vous avez vendu un peu plus aux agriculteurs américains? La stratégie du groupe, elle a été toujours de sécuriser ses approvisionnements et donc de diversifier ses sources d'approvisionnement. Donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes peu impactés à titre personnel pour le groupe par l'approvisionnement à Hormuz, contrairement à d'autres acteurs du marché. Pour autant, comme Sébastien Habis l'a très bien évoqué, il y a un impact global sur le marché. Et donc, il y a des prix sur les engrais et sur les fertilisants qui ont monté partout dans le monde. Donc, la question, c'est de continuer cette stratégie de diversification pour éviter les situations de pénurie. Et donc, je veux dire un mot important aujourd'hui. Il n'y aura pas de pénurie pour les engrais, pour la campagne française et européenne, parce qu'il faut faire une distinction. Qui va les livrer alors, vous? Il faut faire une distinction très claire entre les différentes parties du monde. En Europe, la campagne est terminée sur les achats d'engrais et ils ont été livrés dans les coopératives et dans les fermes. Donc cette campagne, elle est sécurisée. Ce qui est vrai, si on prend par exemple le Brésil, où notre groupe est présent, il y a un sujet, puisque normalement les livraisons vont encore s'étaler jusqu'à l'été. Donc là, il peut y avoir des impacts importants en termes de disponibilité pour certains pays dans le monde qui, eux, n'avaient pas encore sécurisé leurs achats. Ça dépend de la stratégie que chacun des acteurs a suivie. Il y a des acteurs qui se sont sécurisés, qui se sont couverts, qui ont fait des achats très tôt. Il y en a d'autres qui ont pu attendre de faire ce qu'on appelle des achats spot, c'est-à-dire des achats sur le marché directement. Tout dépend de quelle stratégie vous avez eue par rapport au marché. Donc, Brésil, peut-être un souci en Afrique. Sébastien le dirait certainement mieux que moi. Le sujet qu'on a... Non, mais vos clients en Afrique. Non, mais nos clients en Afrique, ce qui se passe, c'est qu'on peut avoir, selon certains pays qui sont très demandeurs, des sujets, effectivement, de problématiques d'accès au marché, parce qu'il y a certains marchés qui se ferment. La Chine a annoncé qu'elle arrêterait les exportations. L'Inde a arrêté les exportations. Donc, quand il y a un marché... De fertilisants, là, on parle bien. Ils achètent aujourd'hui beaucoup et ils n'exportent plus. Donc, ça crée sur le marché des tensions, voilà, qui sont conjoncturelles. La question sera quand est-ce que le détroit sera réouvert ou pas. Et en fonction de la réouverture du détroit, ça détendra ou pas le marché. Donc, il n'y a pas de pénurie à l'heure actuelle. Potentiellement, si le conflit perdurait, si la fermeture du détroit continuait, il pourrait y avoir
pour un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de pays. Voilà. Mais Pour alors, notre groupe, ce n'est pas le cas. Nous sécurisé ou pas en Afrique? En Afrique, on sait que les problématiques de production agricole et de sécurité alimentaire ne reposent pas uniquement sur la variable fertilisant. Ça va de soi. En revanche, si les fertilisants viennent à manquer en quantité ou sont trop chers pour certains pays et certains producteurs, évidemment, vous pouvez être tenté, comme partout sur la planète, de vous dire je vais acheter moins d'engrais, ou alors je vais taper encore plus dans mes stocks parce que c'est trop cher. Ou alors je vais en utiliser moins, et donc je ferai peut-être moins de rendement, mais j'en garde un peu pour les prochaines campagnes au cas où. Donc tout le monde est un peu dans une situation aussi de précaution, attentiste, à l'image du monde depuis le post-Covid. Ça fait 6 ans quand même que les relations internationales, les relations économiques et commerciales, partout dans tous les secteurs, sont extrêmement prudentes. On est un peu aussi à regarder ce que les uns et les autres font. Et c'est vrai que quand les gros acteurs mondiaux, comme la Chine, l'Inde, mettent des embargos à l'export, et que de l'autre, des pays comme le Brésil, qui sont des géants productifs et exportateurs, pourraient demain moins produire, plus leurs problématiques parfois climatiques, etc., c'est vrai que l'équilibre général sur la planète est extrêmement précaire. On a toujours deux choses. On dit la planète n'a jamais produit autant sur le plan agricole. Oui, mais c'est une bonne nouvelle. On n'a jamais eu autant de demandes sur le plan alimentaire et sur le plan non alimentaire par justement de l'agriculture qui doit aller chercher demain des solutions sur le terrain énergétique. Un mot de l'Indonésie, par exemple. L'Indonésie a mis le turbo sur les biocarburants. Pourquoi ? Parce que sa facture énergétique explose tellement qu'elle est en train aussi, de plus en plus, comme d'autres pays, dédier des productions agricoles à des fins bioénergétiques, précisément pour être à la fois dans les clous des accords de Paris sur le climat, mais aussi pour réduire les importations si vous permettez, en hydrocarbures. Je pense que ce qui est important, comme message pour nos téléspectateurs qui nous regardent, c'est de dire qu'il ne faut pas faire l'impasse sur les engrais, parce que ça a trop de conséquences sur les rendements, et donc sur la sécurité mondiale. Et juste rappeler un chiffre, si vous permettez. Aujourd'hui, sur un paquet de farine ou de pâtes qui est vendu dans un supermarché, la composante engrais par rapport au prix, c'est juste 1 à 2% du prix final. Donc gardons ces éléments en tête. Alors, je voudrais qu'on écoute maintenant Pierre-Olivier Gourinchas, qui est chef économiste du Fonds monétaire international. Il s'exprimait ainsi le 14 avril 2026, et pour lui, les conséquences de la guerre au Moyen-Orient vont se faire ressentir dans quelques mois, voire d'ici une année. On l'écoute. Les répercussions se feront sentir de manière inégale en dehors des pays du Golfe eux-mêmes. On assiste à une hausse des prix de l'énergie et à terme potentiellement à une hausse des prix des denrées alimentaires, car les prix des engrais ont augmenté et nous savons que lorsque ces prix augmentent, cela se traduit 12 mois plus tard par une hausse des prix des denrées alimentaires. Ce sont principalement les pays importateurs d'énergie à faible revenu qui en feront les frais. Sébastien Habis, c'est pas réjouissant ce qu'il dit, augmentation des prix. Alors peut-être pas de pénurie, mais augmentation des prix. Et ça, on a connu ça en 2008, souvenez-vous, les émeutes de la faim. Exactement, mais en fait, grosso modo, ça fait depuis le début de ce siècle, depuis plus de 25 ans, que les équilibres en termes de sécurité alimentaire mondiaux sont extrêmement précaires. Voilà. Donc la demande augmente. Et nous avons des coûts de production qui augmentent en parallèle. Nous avons des accidents climatiques plus fréquents. Nous avons des chocs géopolitiques un peu plus puissants que ce que l'on pensait. Nous avons aussi, sur le plan logistique, des chaînes qui déraillent régulièrement. Hormuz est un exemple, mais Panama, par exemple, aujourd'hui, il faut payer très cher pour passer par Panama. On a des problématiques de sécheresse, le tirant d'eau est plus bas, il y a moins de bateaux qui passent. Donc, c'est tout le balai logistique international aussi qui est contrarié ces dernières années. La question des engrais est fondamentale parce que ce sont les vitamines des sols et des plantes. Moins d'engrais, c'est moins de rendement, c'est moins de volume. Et donc, on sait qu'évidemment, on ne peut pas jouer sur la variable engrais pour dire on va réduire les engrais parce que c'est une question de prix ou d'accessibilité. Si on fait ça, on rentre dans une aventure géopolitique catastrophique, puisqu'évidemment, on a une demande alimentaire qui est sur la table. Et il y a un deuxième point, me semble-t-il, de préoccupation pour les prochains mois, qui est aussi sur le plan climatique. On annonce 2026 comme étant une super année El Niño, malheureusement. El Niño, avec phénomène. Du coup, des perturbations sur les précipitations dans certaines zones du monde, des sécheresses qui pourraient être encore plus sévères. Et donc, si on a une année climatiquement puissante en termes d'impact négatif sur les systèmes agricoles, c'est vrai que dans les prochains mois, on va devoir surveiller ce cocktail explosif entre des guerres, de la logistique contrariée, du renchérissement des coûts de production et des épisodes climatiques qui pourraient eux-mêmes
réduire les récoltes dans certaines zones du monde. Jean-Christophe Roubin, bon, vous avez entendu, hein, il a dressé un cadre qui n'est pas très optimiste. Comment on pilote une entreprise comme la vôtre dans ce désordre géopolitique? Bon, d'abord, je pense qu'il ne faut pas être Cassandre et annoncer des mauvaises nouvelles. On ne sait pas si elles vont ou pas. J'ai entendu ce que votre intervenant précédent nous disait sur la situation mondiale. Donc déjà, je pense qu'il ne faut pas céder à la panique. Nous, par exemple, en termes opérationnels, aujourd'hui, on a 7 usines en France qui tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit à Saint-Malo ou à Tarnos. D'ailleurs, je salue nos collègues qui travaillent dans ces usines. On est en capacité de répondre à la demande et on se prépare pour répondre à la demande et aux besoins des agriculteurs français. Donc, on est là pour assurer la continuité de la production agricole française. Votre chaîne d'approvisionnement est sécurisée? Notre chaîne d'approvisionnement est sécurisée parce qu'elle est diversifiée et parce qu'il y a ce travail-là au quotidien de se demander de ne pas être dépendant d'un seul pays en termes de matières premières et de ressources pour notre industrie. Vous attendez quand même à une baisse des rendements? Je pense que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Je pense qu'aujourd'hui, les agriculteurs français, ils vont se poser des questions. Mais je ne parle pas des agriculteurs français non, seulement. mais même dans le monde, ils vont se poser des questions sur les assolements. C'est ce que vous avez dit. Donc, ils vont se dire, est-ce qu'économiquement, je fais du maïs aux États-Unis parce que j'ai besoin de mettre beaucoup d'engrais? C'est pas que la question de la disponibilité. Aux États-Unis, c'est plutôt le soja, du coup, l'arbitrage. Voilà. Mais c'est la question de savoir quel est le prix par rapport à mon prix de vente. Donc, le coût de production par rapport au prix de vente. Et donc, ils vont choisir le soja, considérant qu'ils ont des cours qui sont meilleurs et qu'ils vont utiliser moins de fertilisants pour cette culture. Donc ce que l'on peut voir, c'est peut-être des manques dans certains pays du monde, sur certaines cultures, et on va favoriser certaines céréales par rapport à d'autres. C'est un équilibre mondial par rapport au prix, c'est juste simplement un équilibre d'offre et de demande. Mais ce qui est quand même fondamental à retenir aujourd'hui, à l'heure où on se parle, c'est qu'on a des tensions, mais on n'est pas encore dans une situation de pénurie. Et donc, la durée du conflit va être le facteur d'ajustement qui va nous dire effectivement comment la situation peut ou pas basculer. Sébastien Ambis, d'un point de vue géopolitique, est-ce que du coup, les anciens partenaires des pays du Golfe sur les problématiques d'engrais, etc., vont aller chercher d'autres approvisionnements et du coup, cette région du monde va un peu perdre sa place À ce stade, je pense que ce serait prématuré de penser à de grandes bascules. Moi, je pense que le Moyen-Orient restera incontournable dans l'énergie et les engrais dans le monde. Par contre, le point qui a été présenté précédemment, pour moi, est fondamental. C'est-à-dire qu'on voit bien que dans un monde plus imprévisible, géopolitiquement et climatiquement, produire stablement est d'une redoutable complexité. Et donc, on a besoin de maintenir des productions partout où c'est possible. C'est un sujet pour l'Europe, pour la France, mais c'est un sujet dans de nombreuses régions du monde. On voit que ces dernières années, ce que j'ai souvent appelé le réarmement agricole dans tous les grands pays dans le monde, c'était pour justement dérisquer des problématiques qui subviendraient ailleurs. Oui. Et donc, tous les pays dans le monde aujourd'hui sont extrêmement mobilisés pour produire à domicile, avoir des outils de production, des agriculteurs, des outils industriels, avoir une diversification d'approvisionnement sur des dépendances, une diversification de clients pour exporter, parce que précisément, nous sommes dans un monde moins prévisible. Ce qui est un peu un paradoxe. On n'a jamais eu autant d'outils pour prévoir l'avenir, et en fait, on a du mal à lire ce qui va se passer la semaine prochaine. Je vous remercie pour vos réponses. C'est l'heure de notre rubrique « Dans le radar ». Un livre, une étude, une enquête qui nous a interpellés cette semaine. 10 ans déjà, 10 ans que les Britanniques votaient leur sortie de l'Union européenne. C'est donc l'heure de tirer les premiers bilans du Brexit avec Marie-Claire Considère-Charon, professeure honoraire à l'Université de Franche-Comté, qui vient de publier un ouvrage aux presses universitaires de France intitulé « Géopolitique du Royaume-Uni ». Bonjour Marie-Claire Considère-Charon. Bonjour. Alors, est-ce qu'on peut commencer à tirer un premier bilan économique du Brexit? Alors, concernant le bilan économique du Brexit, ma première remarque, c'est qu'il n'est pas facile de dresser un bilan économique parce qu'au cours des 10 dernières années, le Royaume-Uni a subi outre le Brexit bien sûr, a subi un certain nombre de chocs et a connu plusieurs crises, comme ses partenaires européens également, qui ont eu un impact négatif sur sa croissance.
Là, d'abord, on peut parler en premier lieu des séquelles de la crise financière de 2008. Il y a eu ensuite la crise sanitaire de 2019, puis la crise énergétique de 2022, consécutive à la guerre en Ukraine. Donc, le problème, c'est que comment parvenir à isoler la part du Brexit pour expliquer les performances médiocres sur le plan économique du Royaume-Uni. Ben justement, ça a été fait. Justement, ça a été fait. Vous citez des études là-dessus. Justement. Très rapidement, donc, il y a eu une première étude en 2021 réalisée par un économiste du nom de John Springford qui a utilisé ce qu'on appelle le modèle du contrefactuel. C'est-à-dire que vous comparez les performances de l'économie britannique à celles d'autres économies similaires, mais qui n'ont pas connu le Brexit. Et de là, vous arrivez à voir un petit peu l'écart entre les performances et expliquer l'impact du Brexit. Alors, selon Springford, l'impact aurait été de 5,2% de perte de croissance. C'est énorme. Mais qui n'est pas déjà, oui, mais ce n'est pas encore catastrophique. Alors, dans un second temps, des chercheurs dans le cadre du National Bureau of Economic Research, donc un groupe international d'économistes, ont publié un nouveau document, et c'était en 2025, qui parvient à des conclusions assez différentes. Ce document de 81 pages repose aussi sur l'étude le modèle du contrefactuel, mais en mêlant également de façon beaucoup plus fouillée des données macroéconomiques et microéconomiques. Et le résultat, c'est que d'après ces chercheurs, l'impact a été sous-estimé et qu'au lieu de 5%, il se situe entre 6 et 8%. Oui. Donc c'est très conséquent. C'est très conséquent. Voilà. Je voudrais que maintenant vous nous disiez un petit peu comment ce Royaume-Uni de Keir Starmer se rapproche un peu plus quand même de Bruxelles, de l'Union européenne. Alors, en effet, il y a une tentative, bien sûr, de rapprochement. Cette tentative, d'ailleurs, elle a été amorcée déjà sous le mandat de Rishi Sunak. Et elle a été confirmée par Keir Starmer dès son arrivée au pouvoir, donc en 2024. Mais voilà, le problème, c'est que le rapprochement, il est voulu, bien sûr, par le Royaume-Uni pour des raisons économiques. La chancelière de l'Échiquier estime qu'il est absolument vital pour l'économie britannique, compte tenu des énormes problèmes qui persistent pour les échanges à la frontière. Donc, ce rapprochement, bien sûr, quelle forme lui donner? Tout est là. Alors, le souci de Starmer, c'est de ne pas procéder à un processus brutal. Il ne faut pas réveiller les vieux démons du Brexit. Et donc, il s'en tient encore aux lignes rouges tracées par ses prédécesseurs conservateurs. C'est-à-dire pas de retour à l'union douanière et pas de retour au marché unique. Ce rapprochement, donc, ne peut consister que en un certain nombre d'ajustements sur des secteurs très ciblés qui vont permettre d'améliorer le commerce, d'améliorer les relations au niveau stratégique et aussi sur la question de l'immigration avec l'Union européenne. Donc, Keir Starmer avance à pas compter. Il est très prudent. Marie-Claire considère Charon. Je voudrais juste une dernière question, une réponse assez rapide. Déception sur le Global Britain et déception aussi de Londres dans ses rapports avec les États-Unis. Bien sûr. Alors, le Global Britain, c'est un petit peu compliqué. Cette aspiration mondiale que le Royaume-Uni a héritée de son passé impérial, on peut dire, elle s'est traduite d'abord par l'idée de revigorer le Commonwealth. Mais le Commonwealth mène à présent, j'allais dire, sa vie économique un petit peu loin du Royaume-Uni et il a noué des relations internationales. Bon, d'abord, il est très diversifié.
il a noué des relations internationales avec d'autres pays, et la distance fait que les relations se sont vraiment distendues, c'est le cas de le dire. Alors, Et je là, suis désolé, ce je qui dois va- vous couper, Marie-Claire Considère-Charon. Je renvoie les téléspectateurs à votre ouvrage. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci également à tous les deux pour vos réponses. Aux avant-postes, c'est terminé. Vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.